Voici maintenant la deuxième partie de la retranscription vidéo de ma conférence qui s'intitule « L'art secret des peintres ». Alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir les deux premières règles que les peintres se sont données, en fait, tout du moins ce sont des hypothèses que je pose, à savoir tirer des lignes et établir des angles. Bon, ça peut paraître un peu fastidieux, mais je vous invite vraiment à bien regarder cette séquence car elle pose vraiment la base que les peintres se sont donnée pour établir leurs règles de composition. L'archéologie picturale est une science qui étudie les différentes composantes de la composition des peintres. Et du point de vue de l'artiste, on pourrait dire qu'il s'agit plutôt d'une géométrie poétique des peintres. Et tout ce que vous allez voir est dûment protégé et déposé. C'est magnifique. Donc je me suis rendu dans les musées pour faire un premier constat où je me suis demandé quelle forme pouvait être relevée dans une peinture de façon indiscutable et qui soit intemporelle. Et la ligne droite répond parfaitement à cette contrainte. J'ai donc recherché des lignes droites dans les peintures, comme ici sur cette fresque de Pompéi. Avec la lance située derrière ce personnage guerrier, on constate sans ambiguïté une ligne droite. Et après ce constat, une intuition a été de prendre un crayon, oui, un simple crayon de papier, pour prolonger la ligne droite. Et lorsque je prolonge la ligne droite visible sur cette fresque, je vois qu'elle passe par l'œil du personnage. Donc je note cette observation et je continue. Sur cette fresque romaine, on pose la règle sur le glaive du petit Cupidon et on prolonge sa direction de la même manière. On voit que la ligne pointe l'index de la femme. Puis je note un glaive pointe un index. Et attention, il s'agit de noter sans rien conclure, sans rien interpréter. Comme le ferait un archéologue qui ramasse un petit morceau de poterie, il le note soigneusement et c'est tout. Ici, la canne tenue par le roi pointe le talon et le pouce des anges dans le ciel, mais également l'œil de la future reine qui lui est proposée. Donc je note, un bâton pointe un talon, un pouce, un œil, mais je vois en même temps que cette ligne prolongée est tout à fait signifiante par rapport au thème du tableau. Ici, ce sont les prolongements des livres qui pointent les yeux, majeurs, auriculaires. Et comme le font les archéologues, nous sommes ici dans une phase de compilation des éléments semblables. Et on se rend compte aussi qu'en détectant ces lignes, elles font circuler le regard, elles créent une dynamique, l'œil est orienté par des directions qui font du sens par rapport au thème de l'œuvre. Et la démarche scientifique d'un archéologue consiste à accumuler le plus possible d'indices comparables, c'est-à-dire une information de la même teneur, mais que l'on retrouve dans différentes situations, dans différentes œuvres. En science, on appelle cette étape la phase de l'induction. Et le but sera de lister ces informations sur des tableaux de base de données, ce qui permet le croisement de résultats semblables. Et ces premiers résultats permettent de poser une hypothèse, car il faudra ensuite la vérifier pour en confirmer la validité. Donc on va appeler cette première hypothèse la première règle des peintres. C'est lorsqu'une ligne droite pointe un personnage, elle pointe en priorité l'œil d'un personnage. Et ce n'est pas vraiment étonnant puisque nous sommes dans un art visuel. Et ensuite, je vous laisse découvrir quels sont les autres endroits du corps qui sont pointés par ces lignes de façon décroissante. Donc nous avons ici une douzaine de points sur le corps qui sont pointés par ces lignes droites. Il y en a d'autres, mais vraiment dans une moindre mesure. Chez les Grecs, avec qui démarre ce système,
Chaque partie du corps était associée à une divinité et à certains attributs. Ainsi, avec les doigts de la main, le pouce était relié à Vénus, dont l'attribut est le pouvoir. Pour l'auriculaire, l'attribut était l'art et l'intuition, etc. Et il faut se rappeler aussi que ces lignes mettent en relation. Elles sont souvent signifiantes, comme par exemple avec ce Cranach qui fait un clin d'œil, je dirais, son nom sans humour, avec la corde de l'arc qui pointe le sexe du Cupidon, le genou et aussi l'index de Vénus. Donc je me suis rendu dans les musées pour mesurer ces angles que l'on peut voir directement sur les œuvres, que chacun peut voir. Ici, le bâton qui est tenu en main est prolongé comme nous l'avons fait tout à l'heure. Le glaive qui est au sol, je prolonge sa ligne aussi, ce qui me donne deux lignes qui forment un angle dont je relève la valeur qui est 45 degrés. Voilà une deuxième observation qui est indiscutable et qui peut être faite directement par tout le monde sur les œuvres. Ici, ce sont les stigmates qui sont donnés par le Christ à saint François qui permettent de relever des valeurs d'angle aussi et d'autres valeurs, 45, 36. Ici, ce sont très discrètement les parchemins sur les colonnes qui sont repliés et qui forment un petit angle lorsqu'on le prolonge, qui donne aussi une valeur de chaque côté de la colonne. Il pointe le nœud de la cape de Marie et les deux petites cordelettes donnent aussi un angle. Et on notera d'ailleurs que ces lignes prolongées des cordelettes reprennent le premier thème, la première règle que nous avons vue, à savoir pointer un talon ou un orteil du pied. D'autres angles, très faciles à relever. Et le but étant à nouveau de compiler le plus d'informations de la même teneur et de les noter à nouveau sur une base de données qui va permettre de confronter les différentes informations. Ce qui donne une deuxième hypothèse que l'on va appeler la deuxième règle des peintres, à savoir que les angles les plus utilisés sont 9 degrés, 18 degrés, 30 degrés, 36 et 45. Bon, il n'est pas indispensable de se rappeler des valeurs des angles, mais plutôt que chaque couleur représente un angle différent. Et ce qui est intéressant, c'est de noter aussi que ces différents angles sont issus chacun de 3 étoiles. L'étoile de 2 carrés pour les 45 et 90 degrés, le pentagramme qui est très connu, qui donne le 9, 18 et 36 degrés, et enfin l'étoile de David qui va donner l'angle de 30 degrés. Ces angles portaient aussi des noms. Par exemple, 18 degrés était l'angle d'argent, 30 degrés l'angle royal, 36 degrés l'angle sublime. Alors pour mieux comprendre d'où venaient ces angles, nous allons écouter une leçon de géométrie donnée par l'allégorie de la géométrie qui est représentée sur cette enluminure du XIVe siècle où la géométrie est enseignée aux moines. Lorsque vous connaissez les raisons de l'étoile lumineuse à 5 branches, de l'étoile de David et de l'étoile divine, voici comment obtenir leurs 5 angles avec une simple équerre. Les tracés de ces angles sont guidés par sa forme particulière, mais aussi par l'emplacement de mes doigts. La base horizontale de mon équerre sépare le monde terrestre du monde spirituel. Le premier angle juste, du côté terre, est le prolongement qui pointe l'horizontale. Il trouve son double dans le ciel et vous devez l'avoir dans l'œil. Un troisième angle juste naît de la même étoile à 5 branches. Il est guidé par mon doigt et ceci, vous devez bien l'entendre. L'angle royal de l'étoile de David, je le vois, est guidé par mon majeur. Enfin, celui qui relie ciel et terre, le droit et sa moitié, se trouve au bas de mon équerre et il est en esprit comme ce qui est en bas. Voici ce qui se cachait tout en étant visible et que vous devez connaître sans le dire.
Alors cette tradition enseignée au Moyen-Âge s'est transmise oralement et on retrouve des documents à partir du XVIIe siècle, des traités de géométrie dont les dessins reprennent silencieusement les mêmes angles. Il faut faire le travail de les mettre à jour, ces angles, ce que j'ai fait sur ce dessin. Et plus particulièrement, il y a une équerre au fonctionnement semblable à celle que l'on vient de voir dans l'enluminure du XIVe siècle. Cette équerre est dans ce dessin et on peut voir qu'elle permet de donner 7 angles différents. Et j'ai trouvé le même type d'équerre dans l'atelier de Rembrandt à Amsterdam. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a une tradition qui a perduré pendant des siècles, tradition dans laquelle les angles sont reportés avec un outil spécial. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette deuxième partie de la vidéo et je vous invite à rejoindre la troisième partie qui va apparaître très bientôt.